Je suis Yasmina Zaki, je suis doctorante au LEAT et aujourd'hui je vais vous présenter une partie de mon travail qui porte sur la classification d'objets à partir des outils du deep learning associés avec des données issues d'une technique d'expansion en singularité. Donc, je vais commencer par introduire le contexte en général. C'est la reconnaissance et la classification d'objets à partir de leur champ diffracté. Pour cela, plusieurs types de données ont déjà été exploités. On peut trouver les signaux RCS ou les signaux microdoppler qui sont considérés comme des données brutes. Il y a aussi les images qui sont considérées comme des données pré-traitées. Donc pour cela, les algorithmes d'intelligence artificielle ont été beaucoup utilisés et on peut trouver deux familles qui sont très connues, qui sont les algorithmes de machine learning ou deep learning. Ces algorithmes-là arrivent à des taux de reconnaissance qui sont très élevés, qui peuvent dépasser les 90%. Mais la plupart de ces classifieurs sont considérés comme grands et complexes et qui nécessitent alors beaucoup de ressources computationnelles au niveau hardware pour effectuer leurs calculs. Pour cela, notre objectif sera d'utiliser les algorithmes d'IA pour classifier d'objets à partir d'une seule mesure en utilisant le champ diffracté pré-traité à l'aide de la méthode d'expansion en singularité. Cette technique de SEM, elle est très utilisée en fait pour identifier les objets en extractant des paramètres qui leur sont caractéristiques, mais elle a été peu exploitée pour la classification. Donc, en appliquant la SEM sur un champ diffracté d'un certain objet, on pourra ensuite constituer une base de données qui contient différents objets. Et finalement, à partir d'une mesure, on sera capable de dire c'est quoi cet objet-là. Donc, une idée générale de la SEM, c'est une technique qui permet de décomposer le champ diffracté en pôles de résonance et des résidus. Elle peut être en fait appliquée soit sur des signaux temporels qui sont exprimés sous forme d'exponentielle amortie, où chaque pôle SM est pondéré par son résidu RM. Elle peut aussi être appliquée sur des signaux fréquentiels où la fonction de transfert est approximée sous forme polynomiale de cette forme-là. Ces pôles de résonance qui sont complexes sont eux caractéristiques de l'objet et en plus, ils sont indépendants de l'angle d'incidence et indépendants de l'angle d'observation. C'est-à-dire, à n'importe quel endroit, on mesure le champ diffracté, on aura toujours les mêmes pôles de résonance. C'est pour cela qu'ils ont été très utilisés pour caractériser des antennes ultra large bande ou pour détecter des objets enfouis dans le domaine du militaire ou pour détecter le degré de maturité des fruits. Et même en santé, ça peut être envisagé pour classifier des tumeurs. Ensuite, les deuxièmes paramètres qui sont les résidus, eux en revanche dépendent de l'angle d'observation et de l'angle d'incidence, de l'onde incidente. Donc, ils sont très peu exploités. Cette technique a quand même des limites, c'est qu'elle est sensible au bruit. Donc, la première étape qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver la technique SEM qui est la plus robuste au bruit. Donc, là, je vous présente un exemple d'une sphère métallique, une sphère PEC. On a ses pôles analytiques et on va comparer trois techniques SEM différentes qui sont en matrice pencil dans le domaine temporel et deux dans le domaine fréquentiel qui sont TLS-Cauchy et vector fitting. Ensuite, on vient rajouter du bruit au champ diffracté de la sphère et on peut voir que quand le signal rapport à bruit diminue, ça devient en fait de plus en plus difficile d'extraire les pôles d'ordre élevé. Et avec les courbes d'erreur là, on peut voir que Cauchy, la méthode de Cauchy, c'est la méthode qui est la plus sensible au bruit en fait. C'est pour cela, dans la suite de notre travail, on a choisi de travailler avec la technique de vector fitting dans le domaine fréquentiel parce que ça va nous éviter de faire un découpage dans le domaine temporel où on doit découper la partie early time et late time parce que c'est que la partie late time sur laquelle on peut extraire les pôles. Donc, une fois qu'on a identifié la technique, on va passer à la classification qu'on a divisée en deux phases. La première, c'est la classification de la matière ou la forme de l'objet.
Et la deuxième, c'est déterminer l'orientation ou l'angle d'observation de l'antenne de réception par rapport à notre système de mesure. Pour valider ces deux approches-là, on a choisi de commencer avec un objet simple qui est la sphère, car son champ diffracté peut être calculé analytiquement à l'aide de la série de Mie, ce qui fait qu'on peut éviter de passer d'abord par les simulations de type full wave. Ensuite, on construit les bases de données. Pour valider la base de données SEM, on va la comparer avec deux autres bases de données qui vont servir comme base de données de référence. Et finalement, on va évaluer différents algorithmes de classification, 2 en machine learning et 2 en deep learning. Donc, on commence par générer les données. Donc, on a choisi 5 classes de sphères qui ont des matériaux différents. Et on travaille dans une bande de fréquence fixe qui va jusqu'à 5 GHz. Donc, là, on peut voir sur cette figure que quand, en fait, la permittivité de la sphère augmente, la sphère devient un objet de plus en plus résonant et dans cette bande-là, on aura plus de pôles de résonance. On a calculé le champ diffracté dans les 3 plans principaux de la sphère et ceci a été calculé pour 13 tailles de sphères différentes. Donc, une fois qu'on a le champ diffracté, on applique la technique du vector fitting pour extraire les pôles et les résidus. Et sur cette figure-là, on trouve la représentation classique des pôles de résonance où on a le facteur d'amortissement en fonction des fréquences de résonance. Nous, on a choisi de remplacer le facteur d'amortissement par le facteur de qualité qui se calcule à partir des fréquences de résonance et des facteurs d'amortissement, ce qui fait qu'on aura toujours le même facteur de qualité, peu importe la taille de la sphère. Ensuite, on passe à la construction des 3 bases de données. La première, c'est avec les données fréquentielles. Donc, on a 500 points en fréquence. On prend l'amplitude du champ et on a les 2 polarisations θ et φ. Donc, on peut voir là qu'avec, on a 2 canaux. Et ce qui fait qu'on a 1000 points pour une donnée. Ensuite, pour les réponses temporelles, on l'obtient en appliquant Fourier inverse. Et on prend les 10 premières nanosecondes des réponses temporelles, vu qu'après, la réponse commence à s'amortir. Et les 10 nanosecondes représentent 100 points en temps. On a toujours les 2 canaux. Donc, on a 200 points pour une donnée. Et finalement, pour la base de données SEM, on prend les 5 premières fréquences de résonance, leur facteur de qualité et le résidu en θ et φ, ce qui fait qu'on a 4 canaux, donc 20 points pour une donnée. Cette base de données, elle est sparse, c'est-à-dire qu'elle contient des zéros, vu que pour des sphères qui ont, ou pas un objet qui a une taille plus petite, cela va faire qu'on aura moins que 5 résonances dans cette bande de fréquence qui est fixe. Donc, on doit remplacer le reste de l'information par des zéros. En plus, pour des données très bruitées, on est parfois incapable d'extraire plus qu'un ou 2 pôles dans cette bande aussi. Donc, cela va nous aider à prendre en compte ça, le manque de données. Ensuite, on définit les algorithmes. Donc, on a choisi le support vector machine et decision tree pour les classifieurs machine learning. Et les réseaux neurones, on a choisi le réseau multicouche MLP et le réseau convolutionnel CNN. Ensuite, pour la phase d'apprentissage, on a divisé la base de données qu'on a créée en 80% pour l'apprentissage et 20% pour le test. Et durant cette phase-là, la phase d'apprentissage, les paramètres de chaque classifieur ont été optimisés pour chaque base de données qu'on a créée. Après qu'on teste les 20% de la base de données, on va aussi regarder la généralisation de ces classifieurs-là à différentes données qui ne sont pas présentes dans la base de données d'apprentissage. Donc, on va tester des nouvelles dimensions et des données bruitées. Pour la phase de test, on prend les 20% et on peut voir que les 4 classifieurs arrivent à avoir 100% de précision. Et aussi, avec la base de données SEM, et aussi que si on prend le réseau multicouche, on a testé avec une seule couche cachée et on varie le nombre de neurones dans cette couche-là. On peut voir ici que la précision avec les données SEM, on peut avoir une précision très élevée avec peu de neurones.
et que le nombre de paramètres calculés dans cette couche-là est beaucoup moins que le nombre de paramètres avec les données brutes. Donc, on a un coût computationnel qui est plus faible avec les données SEM. Ensuite, on teste l'influence du bruit. Donc, on vient rajouter du bruit blanc gaussien à une taille de sphère donnée pour les 5 sphères. Et on peut voir pour un rapport signal à bruit qui est élevé, on a toujours la précision avec les données SEM plus grande que celle des données brutes et arrive à 100% avec les 4 classifieurs. Une fois que le rapport signal à bruit diminue, les deux classifieurs SVM et Decision Tree n'arrivent pas à différencier en fait les sphères, les 5 classes de sphères. Et ceci est dû au fait qu'ils n'arrivent pas en fait à reconnaître les premiers pôles qui sont très peu bruités. En revanche, les réseaux neurones, soit MLP, soit CNN, eux arrivent à avoir des taux de reconnaissance très élevés, même à des faibles rapports signal à bruit, qui peuvent arriver plus que 90%. Donc, on a trouvé qu'en fait, l'association des réseaux neurones avec une base de données SEM, avec cette association-là, on peut surcompenser la sensibilité du bruit de la base de données SEM, des données SEM. Ensuite, pour tester la généralisation à d'autres tailles de sphères, on a regardé des sphères plus grandes et on peut voir sur cette courbe-là que peu importe la taille de la sphère, avec les données SEM, on peut toujours classifier les 5 classes de sphères sans erreur. Et pareil, pour des sphères plus petites qui ont moins que 5 résonances dans la bande de fréquence, plus que la taille de sphère diminue, plus que ça devient difficile à classifier les 5 classes de sphères avec les données brutes. Mais en revanche, avec les données SEM, on est toujours capable de déterminer les classes. Donc, on a suivi la même méthodologie pour déterminer l'angle d'observation de l'antenne de réception. Pour cela, on a divisé la sphère en 8 secteurs angulaires en prenant en compte des plans de symétrie. Donc, on a juste on a testé sur un quart de sphère. Dans ce cas-là, le facteur d'entrée de la base de données SEM ne contient que les résidus, vu que le facteur de qualité et les fréquences de résonance ne changent pas avec l'angle d'observation. Et même si les résidus en fait sont sensibles au bruit, on a trouvé que avec les résidus, on est capable, comme avant, de déterminer les différents secteurs de la sphère, quelle que soit la taille. Donc, pour conclure, on a proposé en fait une procédure qui permet de classifier la matière et la position de l'antenne de réception par rapport à un objet sphérique d'une manière très efficace. On a généré les bases de données à partir des données qui sont non bruitées et on a introduit une structure d'une base de vecteurs d'entrée de la base de données SEM qui est très robuste au bruit et qui permet de généraliser à d'autres types de données, à d'autres données qui ne sont pas présentes dans la base de données d'apprentissage. Bon, je pense que je peux... Je ne sais pas ça fait combien de temps là. C'est pas grave, t'inquiète je ne veux pas. pas dépasser trop. T'inquiète pas. Ok, merci pour cette présentation. Alors, comme prévu, on va enchaîner avec celle de la troisième intervenante du LEAT, puis on passera à des questions groupées par la suite. Merci bien.